cette émission qui revient sur cette année où décidément tout aura basculé. Pour m'accompagner dans cette émission rétrospective, Rodrigue Bedin. Bonjour à toi Rodrigue. En effet, une année rocambolesque. Bonjour Dafian, bonjour à tous. Bienvenue donc dans cette émission qui revient sur cette année 2020, une année qui aura bousculé nos modes de vie, bien sûr avec la pandémie de Covid-19, mais aussi d'autres événements qui ont marqué l'actualité. Revenons tout d'abord au 31 décembre 2019, à quelques heures de la nouvelle année. Le président de la République fait ses traditionnels vœux aux Français. Je vous souhaite une très bonne année 2020. Vive la République. Vive la France. L'année 2020 commence. Comme toutes les autres années. Des rassemblements se font par milliers sur les Champs-Élysées et dans les quatre coins du monde. Personne ne se doute que tout va basculer d'ici quelques jours et quelques semaines. Après la pluie, les incendies, et c'est depuis le mois de septembre que les feux continuent de se propager en Australie. Des incendies d'une rare intensité, 26 personnes auraient perdu la vie, et ce sont 1 milliard d'animaux qui auraient perdu la vie selon un tout dernier bilan. Une catastrophe naturelle qui ne cesse d'inquiéter des animaux qui tentent de trouver secours auprès des habitants, alors que la température, elle, a avoisiné aujourd'hui les 46 degrés, et les vents qui se sont abattus sur le pays en ce vendredi n'ont pas facilité la tâche aux pompiers et secouristes sur place qui tentent toujours de maîtriser ces incendies. Loin du feu médiatique planète Terre, les terres australes brûlent toujours en ce début d'année 2020. En Australie, l'attention des médias s'est détournée pour un temps des incendies qui ravagent la côte du territoire pour parler notamment de l'épidémie de coronavirus qui vient d'arriver. Ce sont des milliers d'animaux qui ont perdu la vie, des koalas mais aussi des kangourous. Pendant ce temps-là, l'Amazonie elle aussi continue de brûler au cours de ces incendies qui ont eu un élan de solidarité planétaire avec des dizaines de millions de dons. Cet événement marque le début de cette triste année 2020. En ce début d'année, une alerte est lancée en provenance de la Chine. Un virus nommé 2019 nCoV est arrivé dans ce pays asiatique. Au 24 janvier, 1300 cas sont répertoriés en Chine, 41 personnes sont décédées du virus et les premiers cas arrivent ce jour en France. 3 cas et 3 personnes qui se feront hospitaliser. Peu à peu, c'est la France, l'Europe, puis le monde qui va s'inquiéter de ce qui pourrait devenir et ce qui deviendra une épidémie mondiale. Alors, en ce début de mois de mars, un nouveau virus est donc arrivé en France. Chaque soir, nous sommes informés des derniers chiffres du Covid-19. Mais à ce moment-là, il nous manque les protections sanitaires, comme par exemple les masques. Mais selon les mots de certains ministres, à ce moment, le port du masque n'est pas recommandé et n'est pas utile des ministres comme des médecins d'avion. En effet, certains médecins affirmaient sur nos plateaux que le masque servait à rien. Retour sur cette période où se sont mêlés incompréhension et décisions fortes au plus haut de l'État. Jeudi 12 mars, il est 20h lorsque le président de la République Emmanuel Macron prend la parole pour une allocution consacrée au Covid-19, la première d'une longue série. Il invite les Français à se protéger autant que possible avec les premiers gestes barrières, par exemple en s'éloignant à 1 mètre les uns des autres, en ne saluant plus en serrant la main, ni en s'embrassant, et à limiter au maximum ses déplacements. Et pour accompagner cette règle, le chef de l'État annonce la fermeture des écoles, une mesure qui, dans une déclaration du ministre Édouard Philippe, 2 jours plus tard sera suivie par la fermeture des lieux non essentiels type bars, cafés, restaurants, discothèques, boîtes de nuit et commerces non alimentaires. Encore 2 jours plus tard, le 16 mars, c'est le confinement qu'Emmanuel Macron annoncera. Même s'il ne prononcera pas, il indiquera cependant « Nous sommes en guerre ». En plein confinement, le président de la République Emmanuel Macron s'exprime pour la 4e fois solennellement face aux Français depuis le début de l'épidémie en France. Il annonce donc un report du confinement jusqu'au 11 mai. Alors les Français se posent la question, si va-t-on vraiment sortir de cette crise sanitaire, confinés jusqu'au 11 mai, que pourront-on faire après? À quoi va ressembler la vie d'après? Strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Durant les 4 semaines
à venir. Les règles prévues par le gouvernement devront continuer d'être respectées. Elles sont en train de montrer leur efficacité et ne doivent être ni renforcées ni allégées. La planète se confine, 7 milliards de personnes sont confinées. Des images inédites, gravées à tout jamais dans l'histoire du monde. La nature reprend ses droits pendant ces semaines, ces mois où la planète confinée. Le transport aérien mis à l'arrêt. L'économie mondiale mise à l'arrêt. Le 11 mai 2020, la France se déconfine, elle retrouve la liberté. Mais quelle liberté? La liberté des masques, des distanciations sociales. Liberté retrouvée, mais jusqu'à quand? À présent déconfiné, le 2 juin, les restaurants réouvrent, la vie reprend peu à peu son cours. Nous sommes donc déconfinés, les élections municipales peuvent se tenir, en tout cas du moins le second tour. Oui, et à l'issue de cette dernière, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, devient alors le maire du Havre. Il remettra quelques jours plus tard sa démission au président de la République, qui l'acceptera. Un nouveau gouvernement sera alors formé. Les élections municipales avaient été reportées avant le premier confinement. Mais le second, reporté pour cause de coronavirus, il se déroule alors le 22 juin. Au cours de cette élection municipale, les principaux résultats se font pour la gauche, les écologistes. Un grand changement, la mairie de Bordeaux, un maire écolo, la mairie de Lyon, un maire écolo, et Anne Hidalgo, toujours maire de Paris, la capitale. 5 jours après les résultats de cette élection, Édouard Philippe promet sa décision de démissionner du gouvernement au président de la République, qui l'accepte et qui nomme Jean Castex pour succéder au Premier ministre, le chargeant de former un nouveau gouvernement qui sera dévoilé 3 jours plus tard. Plusieurs personnes, en plus du Premier ministre, quitteront le gouvernement, comme le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, remplacé par Gérald Darmanin. D'autres ministres restent, comme celui de l'Éducation Jean-Michel Blanquer ou le ministre de la Santé Olivier Véran. Certains font une sorte de retour, comme Roselyne Bachelot, par exemple ministre de la Santé il y a quelques années, qui est cette fois-ci nommée ministre de la Culture. Un nouveau gouvernement qui sonne comme une nouvelle étape du quinquennat Emmanuel Macron. Beyrouth au Liban, 4 août, il est environ 18h et une catastrophe est sur le point de se produire. Ce jour-là, un incendie se déclenche dans un hangar du port de la capitale libanaise. Les pompiers tentent d'accéder au hangar, mais ils ignorent que celui-ci renferme 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, un engrais hautement inflammable. Intrigués, des dizaines de personnes filment l'incendie et une première déflagration. Une détonation, des dégâts mineurs, une fumée scintillante, une inquiétude, mais personne ne se doute que dans quelques secondes, le drame va se produire. Le bilan est effroyable, 204 morts et plus de 6300 blessés, une catastrophe qui restera en mémoire, même si elle aurait pu être évitée selon certains. Mais en été, tout le monde semble avoir repris sa liberté retrouvée, même si toutefois le masque devient obligatoire dans les lieux clos, et des clusters partout en France apparaissent. Alors, le Covid revient, et de nouveau, des centaines de cas, des centaines de décès. État d'urgence, le terrorisme frappe une nouvelle fois la République, la liberté d'expression une nouvelle fois bafouée, les journalistes de première ligne attaqués dans les anciens locaux de Charlie Hebdo, ou encore le professeur Samuel Paty décapité, ou en passant par l'attentat de Nice, une nouvelle fois endeuillée, la France au cœur de l'effroi. À partir du mois de septembre, l'actualité s'accélère, s'intensifie et le monde se déchaîne. D'abord le 25 septembre où un homme ouvre le feu devant les anciens locaux de Charlie Hebdo dans le but de reproduire l'attentat de janvier 2015. Une attaque d'autant plus marquante qu'elle intervient durant le procès de ces attentats. 2 personnes seront blessées. 3 jours plus tard, une disparition qui deviendra virale. Une jeune fille du nom de Victorine n'a plus donné de nouvelles depuis de longues heures. Les recherches commencent et se termineront 48 heures plus tard. Victorine sera retrouvée sans vie dans un lac. Elle serait morte avec l'intervention d'un tiers, selon les premiers éléments de l'enquête.
Le 2 octobre, c'est cette fois-ci les Alpes-Maritimes qui sont victimes d'une catastrophe, cette fois-ci naturelle, des inondations qui emportent des maisons, détruisent routes et ponts, laissant derrière elles des villes dévastées et des habitants meurtris. Une dizaine de personnes perdront la vie dans cet épisode. Dans le même temps, le virus continue de circuler, notamment aux États-Unis. Le coronavirus touche la planète et touche également le président américain Donald Trump qui est testé positif à la Covid-19 du fait de son état de santé dégradant. Retour en France, où la situation sanitaire est de plus en plus alarmiste. Le couvre-feu est mis en place alors par le président Emmanuel Macron à Paris et à Marseille et dans plusieurs villes de France. Emmanuel Macron lance une nouvelle application, Tous anti-Covid, après le flop de l'application Stop Covid. Retour en France le 16 octobre 2020 où la France est une nouvelle fois frappée par le terrorisme. Scène d'horreur dans les Yvelines et le Val d'Oise, un homme est retrouvé décapité à Conflans-Sainte-Honorine. Il s'agit d'un professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique qui quelques jours plus tôt avait montré dans le cadre d'un de ses cours les caricatures du prophète Mahomet. Mon citoyen a été assassiné aujourd'hui parce qu'il enseignait, parce qu'il apprenait à des élèves la liberté d'expression, la liberté de croire et de ne pas croire. Un meurtre, un attentat et un homme qui restera en mémoire, un hommage national lui sera rendu. Leur hommage à Samuel Paty, à travers un hommage national, une minute de silence est alors observée dans toutes les écoles de France. Laurent Brosse, le maire de Conflans-Sainte-Honorine, la ville où a été attaqué Samuel Paty, alors réagit sur AR1. Un homme, Samuel Paty, l'hommage aussi à un enseignant. Ce qu'on doit surtout retenir, c'est que on doit continuer coûte que coûte d'enseigner à nos élèves. Et en même temps, je pense qu'il faut aussi aller les voir au plus près, parce que parfois, dans certaines familles, c'est pas si évident que ça. Il y a des choses qui sont pas forcément dites ou qui ne cadrent pas avec les valeurs de la République. Et donc il est important d'aller au plus près de ces jeunes, notamment en lien avec les éducateurs. Ça va être précisément ce que je vais souhaiter faire et mettre en place à Conflans. Une dizaine de jours plus tard, le 29 octobre au petit matin, c'est à Nice que l'horreur se produira. 4 ans après l'attentat sur la promenade des Anglais, la ville est une nouvelle fois attaquée, cette fois-ci dans une basilique, la basilique Notre-Dame de l'Assomption, où 3 personnes seront tuées par arme. L'urgence attentat rejoint donc l'urgence sanitaire, alors qu'à peine 12 heures plus tôt, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce le reconfinement. Dès le 30 octobre, la France s'est donc mise au ralenti de nouveau. Les lieux non indispensables ont de nouveau fermé, les lieux de culte aussi. Les restaurants, bars privés également d'accueillir leurs clients. Le télétravail est redevenu la règle, cependant les lieux tels les écoles sont restés ouverts, comme certains commerces comme les magasins de bricolage, pourtant fermés en mars. Et cette année se termine comme elle aura commencé, dans l'incertitude sanitaire, déconfinement, mais jusqu'à quand ce virus s'emportera les plus grands hommes? Et oui, même les plus grands hommes, vous l'avez dit, d'avion en mode décembre qui s'ouvrira sur une bien triste nouvelle, la mort de l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing à l'âge de 94 ans. Il s'éteindra des suites du Covid-19, un virus qui sera là jusqu'au dernier jour de l'année, nous privant même de fêter le nouvel an. Je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Un salut politique devenu culte et qu'il le reste encore en 2020. Au revoir. « 39 ans qu'il n'était plus au pouvoir et pourtant c'est un président qui reste en mémoire. Ce mercredi 2 décembre, il est 23h06 lorsque la dépêche tombe à l'AFP. L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est mort à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19. Il avait été hospitalisé 2 mois plus tôt pour des problèmes respiratoires, mais placé en réanimation, il en était sorti quelques jours plus tard. Conformément à ses dernières volontés, il n'y aura pas eu d'hommage et le président sera enterré dans l'intimité familiale. Un mois de décembre, le sort semble vouloir s'acharner, mais finalement le mois de décembre n'est pas négatif, le président de la République non plus. Il sera testé positif au Covid-19 le 17 décembre. L'affaire Michel Zecler, ce producteur de musique qui a été
agressé par des policiers, revient alors sur l'article 24 et des manifestations tous les samedis aux 4 coins de la France. Le grand jour est arrivé pour Jean-Pierre Pernaut. 33 ans après avoir pris les commandes du journal de 13h de TF1, part qui a touché nombreux de ses collègues. Avec notamment ce réseau de correspondants qu'il avait lui-même créé il y a 33 ans. Ses acolytes de la présentation, Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray, étaient présentes sur le plateau. Puis se sont succédés Dominique Lagroux-Sampère, Jacques Legros, Marie-Sophie Lacaro, pour rendre un hommage à Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, c'est 33 ans de l'histoire de la télévision. Nul ne peut le défaire. Pendant 30 ans, elle n'a jamais manqué. Et voilà, et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal, elle nous regarde sans doute de là-haut. Mais je vous abandonne pas pour autant. Jean-Pas, le papy de l'information. Ici, à la rédaction d'AR1, il ferait presque partie des murs, selon les mots de nos journalistes, notamment Stephen Combe et Davian Mahé, qui ont accordé hier une interview au journal Le Parisien. Eux aussi sont deux grands journalistes qui ont une carrière journalistique face à eux. Peut-être pas pour 33 ans. Quoique. C'est cette image de Jean-Pierre Pernaut qui conclut cette émission. Jean-Pierre Pernaut qui a donc refermé hier son ultime journal télévisé sur TF1. Jean-Pierre Pernaut que nous devons remercier. Beaucoup d'entre nous peuvent le remercier ici à R1 pour tout ce qu'il nous aura appris. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale de l'année 2020. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Davian. Merci beaucoup Rodrigue pour ta première émission. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit en temps réel sur notre compte Twitter AR1 Info et sur nos réseaux sociaux. La semaine prochaine, c'est un autre grand journaliste que vous retrouverez pour le journal, Stephen Combe. Merci et je vous dis à bientôt sur AR1. À bientôt Rodrigue. À bientôt, très bonne journée. Prenez soin de vous, restez prudents et bonne fête sur AR1.